Bienvenue dans cette série de vidéos consacrée à la traite négrière. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'ai voulu revenir en arrière pour évoquer le temps où l'homme noir était perçu différemment. Nous sommes nés dans un monde où être noir n'est pas un avantage. Et comme on n'a pas connu autre chose, dans notre perception des choses, on a le sentiment que ça a toujours été comme ça. Mais vous allez constater que ce n'est pas du tout le cas. Quand on parle du temps de l'Afrique glorieuse, on parle toujours du Moyen-Âge. On évoque Soundiata Keita, Mansa Moussa et d'autres illustres empereurs du Mali, la Charte du Mandé, l'Empire du Songhai, etc. Il est vrai que, comparé à aujourd'hui et comparé à l'Europe de ce temps-là, l'Afrique du Moyen-Âge était glorieuse. Mais en réalité, pour moi, cette Afrique-là, ce n'était déjà plus l'Afrique. C'était une Afrique déjà corrompue. C'était une Afrique sous domination ou sous influence islamique. À partir du 7e siècle, les arabo-musulmans vont lancer des offensives à la fois militaires et religieuses sur l'Afrique et vont ainsi progressivement modifier ou altérer la structure politique, économique, sociale, religieuse et traditionnelle du peuple noir. Et donc, l'Afrique du Moyen-Âge, même si c'était une Afrique relativement glorieuse, ce n'était déjà plus l'Afrique. Et ce processus de corruption et de dégénérescence de la pensée africaine va être amplifié avec l'arrivée des Européens au XVe siècle, qui vont introduire en Afrique leur christianisme, leur trafic négrier et leurs vices. Et donc, pour comprendre qui nous sommes vraiment, il faut revenir au temps où l'Afrique était elle-même, au temps où elle était libre, au temps où nous étions entre nous parce que les étrangers n'avaient pas encore forcé la porte de notre demeure. À cette époque-là, il n'y avait pas de guerre en Afrique, car les Africains étaient unis et s'aimaient les uns les autres. Il n'y avait pas d'immigration. Les Africains ne quittaient pas leur pays car ils vivaient dans l'abondance. Il n'y avait pas de discrimination car être noir à cette époque-là était une fierté. Les Noirs étaient admirés et respectés dans le monde entier, à commencer par les Européens car ils étaient considérés comme les êtres les plus excellents et les plus vertueux de la Terre. Vous entendez souvent les Européens dire, pour se justifier de leurs crimes, que tous les peuples ont fait ceci ou cela, tous les peuples ont été des massacreurs, tous les peuples ont été des esclavagistes, etc. En réalité, dans l'Antiquité, même si personne n'est parfait, le peuple noir se distinguait de tous les autres peuples et nous allons consacrer cette série de vidéos préliminaires pour essayer de comprendre comment étaient perçus les Noirs dans l'Antiquité. C'est très important de poser ce fondement pour comprendre ce que nous vivons aujourd'hui. Comme je l'ai indiqué dans l'introduction de cette vidéo, nous sommes nés dans un monde où être noir est dévalorisant. Dans ce monde, on passe mieux quand on est blanc. Pourtant, dans l'Antiquité, c'était le contraire. Même en Europe, on était plus considéré quand on avait la peau noire que quand on avait la peau blanche. En 2012, Margaret Sinclair, une chercheuse britannique, a publié une étude sur le regard que les Européens de l'Antiquité portaient sur les Noirs. Et voici ce qu'elle dit en introduction. À partir de la page 22, une tradition perdue. Contrairement aux auteurs de la Renaissance, les Grecs considéraient l'Éthiopie et ses habitants avec
admiration, à la fois comme un royaume éloigné et habité par un peuple remarquable. En conséquence, la dégradation des Africains noirs qui résonnent tout au long de la littérature de la Renaissance anglaise est rare dans l'Ancien Monde. Les anciens Grecs considéraient les Éthiopiens comme le meilleur peuple du monde. Et Homère, Hérodote, Échille, Ovide, Sénèque et autres anciens auteurs avaient de l'estime pour les Éthiopiens et autres Noirs africains, remplissant souvent leurs œuvres de leurs actes et en les décrivant. Voilà ce que dit cette chercheuse. Elle dit que dans l'Antiquité, les Noirs étaient considérés comme le meilleur peuple au monde. Et que les artistes n'hésitaient pas à remplir leurs œuvres avec des descriptions de personnes noires et en relatant leurs actes. Effectivement, quand on observe l'art gréco-romain, on remarque que les Noirs étaient très souvent représentés parce que les Noirs étaient tellement respectés que dans une œuvre d'art, c'était une valeur ajoutée. Avant de continuer, on va préciser le sens du mot Éthiopie. Dans l'Antiquité gréco-romaine, qui va être l'objet de ces premières vidéos consacrées à l'Afrique glorieuse, le terme Éthiopie désignait deux choses. Il désignait à la fois les personnes originaires d'Afrique noire et les personnes ayant la peau noire. Alors, que signifie le mot Éthiopie? La définition que vous entendez souvent, c'est visage brûlé. En réalité, cette définition est relativement récente. Elle est apparue au XVIe siècle dans un ouvrage intitulé India Sacra, publié par un prêtre espagnol du nom de Francisco Colin. C'est lui qui, dans ce livre, va donner cette définition visage brûlé et cette définition va être adoptée par tous les autres érudits. Mais il est important de savoir que cette définition n'est pas la définition originelle. Au XVIe siècle, nous sommes déjà sous la traite négrière et il y a une volonté de la part des Européens de donner du noir une image hideuse, une image péjorative. Quelqu'un qui a le visage brûlé, c'est quelqu'un qui est défiguré. L'origine du mot Éthiopie ou éthiopien est donnée par trois auteurs de l'Antiquité, Pline l'Ancien, Hygin et Ovide. Dans son Histoire naturelle, Pline l'Ancien, un naturaliste romain du 1er siècle, écrit ceci à la page 270. Alors, il parle ici de l'Éthiopie et il dit que le pays entier a été appelé Aéthérie, puis Atlantie, puis Éthiopie. Et il donne l'origine de ce mot Éthiopie, il dit d'Éthiops, fils de Vulcain. Donc, il dit que le mot Éthiopie vient de Aéthiops, le fils de Vulcain, Vulcain qui était la divinité du feu. Et Hygin, de son nom complet Caius Julius Hyginus, un autre auteur romain mais d'origine espagnole du 1er siècle avant Jésus-Christ, dans son texte Fabulae, va nous donner le sens exact du mot Aéthiops. Il donne comme définition Aéthiops quasi flammeus est. Il dit que la signification de Aéthiops, c'est enflammé. Nous avons ici la traduction en français de son texte. Aéthiops signifie l'enflammé, il fait mûrir les récoltes. L'Éthiopie ou l'Éthiopien, ce n'est pas quelqu'un qui est victime du feu. Il est lui-même quelqu'un
d'enflammer. Il est comme le phénix qui renaît de ses cendres. Il est le fils du dieu solaire pour Hygin et Ovide, ou le fils du dieu du feu pour Pline l'Ancien. Michael Sina-Diatta, dans sa thèse présentée à l'Université de Bourgogne, explique ceci à la page 164. Page 164 de sa thèse, il dit « Il y a une grande différence entre ce texte d'Ovide et celui de Pline l'Ancien que nous avons cité plus haut. Cette différence se situe dans l'ascendance divine des Aéthiops selon les deux auteurs. » Donc il dit ici que les Éthiopiens, selon ces auteurs, ont une ascendance divine. D'après Ovide, les Aéthiops se rattachent à la lignée de Phaéton, fils de Phébus, dieu soleil, tandis que pour Pline, ils sont les descendants d'Éthiops, fils de Vulcain, dieu du feu. Donc les deux auteurs donnent aux Éthiopiens, donc en noir, une ascendance divine, mais pas de la même divinité. Pour l'un, c'est le dieu du soleil, pour l'autre, c'est le dieu du feu. Or, ces deux divinités, c'est-à-dire Phébus et Vulcain, sont distinctes et n'ont rien en commun, si ce n'est le fait qu'ils sont tous les deux caractérisés par la chaleur qui les dégage, cette chaleur qui brûlerait la peau des Aéthiops selon certains auteurs. En définitive, Aéthiops n'a pas un sens mythologique unanimement partagé par les auteurs latins. Le sens qu'il donne dépend généralement de la divinité à laquelle il le rattache. C'est pourquoi tous ceux qui ont trouvé à l'Aéthiops une origine divine se rejoignent sur le point essentiel et très important. Ils sont associés à des divinités porteuses de feu telles que Phébus et Vulcain. Il dit qu'il y a des divergences quant à l'étymologie, mais tous se rejoignent sur l'idée que le mot Éthiopie est associé au feu ou au soleil et est rattaché à des divinités. Cette filiation entre les Éthiopiens et les dieux est montrée par Ovide dans son texte Les Métamorphoses. Voici ce qu'il dit. Aussitôt Phaéton, Phaéton le fils du soleil, joyeux des paroles de sa mère, s'élance et son esprit s'enflamme. Il dépasse les Éthiopiens qui lui appartiennent et les Indiens situés sous les feux de l'astre et se dirige à la hâte vers l'endroit où se lève son père le soleil. Voilà, il est dit, ce que dit Ovide, c'est que les Éthiopiens, les Noirs, sont la propriété de Phaéton, le fils du soleil, montrant ainsi que les Éthiopiens ont une ascendance divine. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est ce que dit ici Michael Sina-Diatta. Il dit que des témoignages d'auteurs latins ont expliqué son sens mythologique, ce que nous venons de voir, et d'autres révèlent ses origines solaires et son appartenance au monde divin. Donc le terme Éthiopie ne peut pas être simplement traduit par visage brûlé. Ça, c'est une insulte pour les Africains. Ce mot se rattache à des divinités du feu et des divinités solaires, et montre que le peuple noir appartient à ces divinités, appartient au monde divin. C'est ça l'idée qui ressort du mot Éthiopie. On va donc corriger ce qu'a dit Francisco Colin au XVIe siècle et donner le sens exact de Éthiopie. Ce n'est pas visage défiguré par le feu, c'est visage enflammé en rapport avec le dieu du feu ou visage lumineux en rapport avec le dieu du soleil. C'est ce sens que l'on retrouve dans la Bible. Lorsque Moïse, soi-disant, monte sur le mont Sinaï et parle face à face avec Dieu, quand il redescend, comment est son visage? Le texte dit que son visage rayonnait. Quand Jésus, soi-disant, est transfiguré devant ses disciples, comment est son visage? Le texte dit que son visage resplendit comme le soleil. Voilà le vrai sens de Éthiopien.
Selon la Bible, Moïse et Jésus avaient un visage éthiopien. C'est un visage qui resplendit de lumière parce qu'il a été en contact direct avec Dieu. À présent que nous avons clarifié ce qu'il faut comprendre par Éthiopie ou Éthiopien, on va maintenant entrer dans le cœur du sujet qui nous intéresse aujourd'hui, au temps de l'Afrique glorieuse. Revenons un peu d'abord à l'époque de la traite négrière. L'Afrique noire est à l'origine de toutes les grandes civilisations qui ont peuplé ce monde, l'Égypte, la Grèce, Rome, etc. Les Européens qui ont exploré l'Afrique entre le XVe et le XIXe siècle ont fait des observations qui, bien que souvent altérées par les préjugés, sont une source d'informations intéressantes. Sylvain Ménard Xavier Goldberry était un géographe et un militaire français, et de 1785 à 1787, il a exploré l'Afrique à la demande du roi Louis XVI. Il a donc étudié les mœurs et les coutumes des Africains, et concernant la religion, il a fait une observation qui l'a étonné. Il a remarqué que la religion que pratiquaient les Africains était la même que la religion que pratiquaient les Égyptiens dans l'Antiquité. Dans son livre « Fragments d'un voyage en Afrique » publié en 1802, il écrit ceci à la page 112. Je rappelle juste avant de lire que c'est un négrier, donc il faut faire abstraction du ton méprisant qu'il emploie pour parler des mœurs des Africains. Il dit ici, page 112, « Tous les renseignements que j'ai pris sur le centre de l'Afrique tendent à me persuader que le fétichisme y est encore la religion favorite et dominante, et quelle a été la religion générale de ce continent jusqu'à l'époque où le mahométisme s'y est répandu, propagé par les Arabes et par les Maures. » Donc il dit ici qu'avant l'invasion des Arabes au 7e siècle, la religion dominante c'était ce qu'il appelle ici le fétichisme. Ensuite il dit ceci, la superstition, l'idolâtrie, l'imposture et les prestiges sont les bases de la religion des fétiches, où l'on retrouve des traces barbares des mystères égyptiens et une image défigurée des épreuves de l'initiation. Cette image est hideuse à la vérité, elle outrage et révolte l'humanité. Mais on la retrouve si souvent dans les pratiques religieuses des nations nègres et dans plusieurs de leurs institutions qu'on est porté à croire que les prêtres du fétichisme ont été dans le principe les disciples des prêtres de la Haute-Éthiopie et de l'Égypte, et que par la suite des temps, ils se sont dégradés et corrompus. Ce qu'il explique ici, évidemment, pour lui, la religion égyptienne, c'est une religion païenne, barbare, etc. Mais ce qu'il constate ici, c'est que les peuples africains ont en fait les mêmes pratiques religieuses que les Égyptiens de l'Antiquité. Il dit, c'est comme si les prêtres du fétichisme, donc des religions africaines, avaient été les disciples des prêtres égyptiens. Donc, lui, effectivement, ne comprend pas cette similitude-là, mais c'est un constat. Quand on compare la religion que pratiquaient les Africains avec la religion des anciens Égyptiens, on trouve des similitudes. Quelques pages auparavant, pages 96 et 97, il dit qu'il a vu 2 régions d'Afrique où on pratiquait l'embaumement, comme ça se faisait dans l'Égypte antique et chez les Atlantes. Richard Burton, explorateur anglais, un pur suprémaciste blanc et qui méprisait les nègres, après avoir passé quelques années en Afrique, a publié en 1861 « Voyage au Grand Lac de l'Afrique orientale ». Et à la page 664, il dit ceci.
Mais si le fétichisme est l'un des produits de cette région, il n'est pas limité à l'Afrique et la race noire n'est pas la seule qui l'ait jamais pratiquée. L'ancienne Égypte, premier berceau connu de l'idolâtrie humaine érigée en système, avec sa triade représentant les phases et les forces de la nature, est essentiellement fétichiste. Donc lui aussi fait le constat que les Africains ont la même religion que les Égyptiens de l'Antiquité. Ces explorateurs ne comprennent pas l'origine de ces liens avec l'Égypte ancienne, mais nous, on sait pourquoi. Plusieurs auteurs ont donné l'explication. La religion égyptienne ne vient pas d'Égypte, elle vient d'Afrique noire. Elle est née au cœur de l'Afrique noire. Des communautés issues de la région des Grands Lacs se sont déplacées vers la Nubie et certaines de ces communautés se sont finalement établies dans la vallée du Nil et ont fondé la civilisation égyptienne. Et c'est ainsi que la religion des Africains est aussi devenue la religion des Égyptiens. Frank Snowden, qui était un historien américain et spécialiste des Noirs dans l'Antiquité, a écrit ceci dans son livre « Les Noirs dans l'Antiquité ». Un papyrus préserve le titre éthiopien appliqué à Osiris, parfois aussi décrit comme Mélancrous. Il dit qu'on a un papyrus où Osiris est appelé Osiris l'Éthiopien. Ce qui veut dire que Osiris est originaire d'Éthiopie. Et il ajoute qu'il est aussi parfois décrit comme Mélancrous. Alors, Mélancrous, c'est un mot dont on va reparler. Mélan, c'est noir, ça signifie noir, c'est de mélanine. Et crous, c'est la peau. Donc, Mélancrous signifie en grec peau noire. Ce qui signifie que Osiris était originaire d'Éthiopie, c'est-à-dire du cœur de l'Afrique, et il avait aussi la peau noire. Et c'est la même chose pour Amon, le dieu suprême de l'Égypte antique. On nous dit ici qu'il était originaire d'Éthiopie, donc d'Afrique noire. Ensuite, Snowden fait allusion ici à une tradition selon laquelle des colons sortis d'Éthiopie sous la direction d'Osiris seraient partis fonder la civilisation égyptienne. Il fait ici allusion à une tradition rapportée par Diodore de Sicile. Diodore de Sicile, historien grec du 1er siècle avant notre ère, raconte qu'Osiris, le dieu de l'Afrique, a emmené un groupe de ces Africains dans la vallée du Nil pour fonder la civilisation égyptienne. Dans son ouvrage Bibliothèque historique, il écrit ceci aux pages 180 et 181. Les Éthiopiens disent que les Égyptiens descendent d'une de leurs colonies, qui fut conduite en Égypte par Osiris. Ils disent en outre que la plupart des coutumes égyptiennes sont d'origine éthiopienne. Donc, il dit ici que les Éthiopiens, conduits par Osiris, ont fondé l'Égypte et que les Égyptiens ont gardé la plupart des coutumes éthiopiennes. Et il ajoute plus loin que l'écriture hiéroglyphique est née en Afrique. Et il ajoute pour conclure, les Éthiopiens allèguent encore beaucoup d'autres preuves de leur antiquité et de leur colonie égyptienne, mais nous pouvons nous dispenser de les rapporter. À propos des coutumes, Diodore de Sicile dit que la plupart des coutumes égyptiennes viennent en réalité d'Éthiopie. Prenons un exemple. Sur les peintures murales, les Égyptiens se représentaient souvent en rouge. Et certaines personnes, ignorantes tant de l'Égypte que de l'Afrique, disent que ça prouve que les Égyptiens n'étaient pas des Noirs. En réalité, c'est tout le contraire. Pline l'Ancien,
que nous avons déjà cité, cet auteur romain du 1er siècle, va nous aider à comprendre d'où vient cette coutume des Égyptiens de se représenter peint en rouge. Toujours dans son histoire naturelle, nous avons cité tout à l'heure ce passage où il donne l'origine du mot Éthiopie. Dans la page suivante, il poursuit sa description de l'Afrique noire. Et il décrit ici différents peuples de l'Éthiopie de l'Antiquité. Et ici, il va nous donner une information par rapport à tous ces peuples. Il dit ici que tous ces peuples ici sont d'une couleur noire et se mettant sur tout le corps une couche de rouge. Donc voilà ce qu'il dit. Donc il dit bien que ces gens sont noirs, ont la peau noire, mais ils ont l'habitude de se mettre sur tout le corps une couche de rouge. Voilà donc une de ces coutumes éthiopiennes que les Égyptiens vont conserver par la suite. Thomas Clarkson, un abolitionniste anglais du XIXe siècle, a écrit ceci dans son livre Le cri des Africains, à la page 22. L'Égypte, dont les habitants, au rapport d'Hérodote, avaient l'épiderme noir et les cheveux crépus, l'Égypte a été la mère et la première patrie des connaissances humaines. Thomas Clarkson rappelle que selon Hérodote, les Égyptiens avaient la peau noire et les cheveux crépus. Effectivement, Hérodote a fait cette affirmation après avoir visité l'Égypte au 5e siècle avant notre ère. Mais pour des raisons de préjugés, on s'obstine aujourd'hui encore à rejeter son témoignage. Quand il a fait ce voyage en Égypte, Hérodote a remarqué un bateau égyptien d'un type totalement inconnu et il en a fait dans son ouvrage une description très détaillée. Mais les spécialistes mettaient en doute ce récit parce que on n'avait jamais retrouvé ce navire malgré toutes les fouilles faites en Égypte. Jusqu'en 2014 où enfin on a retrouvé ce navire très spécial nommé Baris. Et on a par exemple cet article publié en 2019 qui dit « 2469 ans plus tard, Hérodote avait raison ». Ils disent, décrite par l'historien Hérodote autour de 450 avant Jésus-Christ, la mythique Baris a été mise au jour par des archéologues tout près de la ville engloutie de Tonis Héracléon. Ils expliquent ici la véracité des propos d'Hérodote a été mise en doute pendant des siècles en raison du manque de preuves tangibles de l'existence de tels navires. Or, la situation a changé. La découverte d'une épave exceptionnellement conservée démontre la précision des détails donnés par Hérodote. Il a fallu que nous découvrions cette épave pour nous rendre compte qu'Hérodote avait raison, explique Dr Damian Robinson, directeur du Centre d'archéologie marine de l'Université d'Oxford et éditeur de la découverte. Les descriptions d'Hérodote correspondent à ce que nous avons devant nous. Donc, jusqu'à présent, tous les experts mettaient en doute l'existence de ce navire que Hérodote avait décrit dans son livre, et puis les archéologues ont finalement retrouvé ce navire totalement inconnu. Et quand ils ont comparé les caractéristiques de ce navire avec la description qu'Hérodote en faisait dans son livre, ils se sont rendus compte que ça correspondait dans les moindres détails. Donc on veut nous dire que Hérodote ne s'est pas trompé quand il a décrit dans le détail un navire totalement inconnu du monde d'alors. Par contre, il se serait trompé quand il a dit que les Égyptiens qu'il a vus avaient la peau noire et les cheveux crépus. L'Afrique noire est à l'origine de la civilisation, de l'écriture, des coutumes et de la religion égyptienne. Et cela est vrai pour les autres civilisations.
Prenons l'exemple des pays arabes. D'où vient le mot arabe d'ailleurs? Il vient de Arabus. Arabus, à l'origine dans la mythologie grecque, c'était le fils de Hermès et c'est le nom éponyme de Arabie et de Arabe. Mais qui était Arabus sur le plan historique? En 1799, la Société asiatique du Bengale a publié un ouvrage intitulé « Recherche asiatique ». La Société asiatique du Bengale, c'est un institut qui a été fondé par des Anglais en 1784. Il est composé de chercheurs spécialisés dans l'étude des langues et des civilisations orientales. Donc, cet institut est une véritable référence pour ce qui est des civilisations orientales. À la page 356, il parle d'un peuple nommé Siema Mouk As. Et ils disent que ces personnes-là, ce peuple, c'était des personnes noires et qui avaient les cheveux crépus. Comme les hindous. Parce que je rappelle qu'à l'origine, les hindous étaient noirs. Ils disent que ces gens-là avaient un roi. Leur roi, c'était Arabus. Donc le fameux Arabus mentionné dans la mythologie grecque. Et que Arabus avait un surnom. Il était surnommé Mahasiama. Mahasiama. Et que Mahasiama, ça veut dire The Great Black, le grand noir. Et que ce peuple-là et leur roi, Arabus, ont été, dit-il ici, les premiers habitants de l'Arabie. On dit qu'ils ont été les premiers habitants de l'Arabie. À la page précédente, la page 355, parlant cette fois-ci de l'Inde, ils disent ici qu'il est certain que les plus anciennes statues de dieux en Inde avaient les cheveux crépus et les traits négroïdes. Donc c'est une certitude. Et au-dessus, il parle d'un autre peuple originaire d'Inde, un peuple appelé les Kutila Cephas, et ils disent que ce peuple, ils étaient noirs et avaient les cheveux crépus comme les Égyptiens du temps d'Hérodote. Ils précisent en en-tête de leur livre qu'ils ont puisé toutes ces informations à partir des anciens livres des hindous. Donc, même eux, qui sont considérés comme une sommité dans le domaine de la recherche orientale, confirment que l'Égypte, les peuples arabes et les peuples asiatiques tirent leur origine de l'Afrique noire. Joseph Ezéar Morenas, qui était spécialiste des langues et des civilisations orientales, dans une pétition qu'il a adressée aux parlementaires français, a affirmé ceci. Page 56. Ils étaient noirs, ces Égyptiens, qui ont élevé par-delà les siècles connus ces nombreux monuments qui ont épuisé notre admiration et qui subsisteront encore lorsque le souvenir des peuples modernes sera perdu. Ce même peuple noir qui instruisit les Grecs, de qui nous avons reçu la civilisation dont nous sommes si vains, descendait d'un peuple plus noir encore qui habitait l'Éthiopie. Mais qu'est-il besoin de fouiller dans les archives du globe, puisque tout démontre que les connaissances humaines nous ont été conservées et transmises par divers peuples de couleur. Et il va donner quelques exemples, notamment l'exemple de l'Inde, qui à l'origine était un pays négroïde, et il conclut ici, voilà des faits positifs, c'est-à-dire concrets ou palpables, que les Noirs peuvent opposer aux pitoyables arguties de quelques ignorants présomptueux à face blanche.
Ces propos, s'ils avaient été tenus par une personne noire, auraient été considérés aujourd'hui par certains comme du racisme anti-blanc. Mais là, c'est un blanc qui le dit. Et pourquoi dit-il cela, qui plus est, à des députés et à des sénateurs? Parce qu'il sait que le fond du problème, c'est ça. Pourquoi les Européens massacrent les Noirs? Parce qu'ils ont l'idée que leur couleur de peau fait d'eux des êtres supérieurs. Pourquoi refusent-ils d'admettre contre toute évidence que les Noirs sont à l'origine de toutes les civilisations, y compris la civilisation égyptienne? C'est parce qu'ils considèrent que seuls les Blancs peuvent avoir créé des civilisations. Et face à des évidences historiques, archéologiques, linguistiques, ils vont bricoler une argumentation fallacieuse. Ils parlent ici d'argutie. Ils vont jouer sur les mots, sur les subtilités, pour refuser d'attribuer aux Noirs le rôle légitime qu'ils ont dans l'histoire. Et ils ne peuvent pas faire autrement, parce que admettre que les Noirs sont à l'origine de toutes les civilisations, y compris de la leur, c'est admettre que toutes les théories qui affirment que le blanc est la race supérieure et le noir la race inférieure sont des théories mensongères et qui servent uniquement à justifier leurs crimes. On va maintenant s'intéresser à la Grèce et à Rome. En 1776, on a un récit de voyage publié par Bonaventure Liévin de Proyart. Bonaventure de Proyart avait été missionnaire au royaume de Luango et pendant ces années, il a appris les langues du royaume Congo. Et il a été frappé de trouver d'incroyables similitudes entre les langues au Congo et le latin, le grec et l'hébreu. Voyons ce qu'il dit. Le titre de son livre, c'est Histoire de Luango, Kakongo et autres royaumes d'Afrique. Et voici ce qu'il dit à la page 172. On a cru apercevoir des rapports marqués entre cette langue, donc langue du Congo, et quelques langues anciennes, surtout les langues hébraïques, grecques et latines. Donc déjà, il mentionne que plusieurs personnes ont fait cette observation. Ensuite, il détaille les caractéristiques de la langue africaine, les lettres, les pronoms, les verbes, les syllabes, les genres, les adjectifs, les articles, etc. Et il conclut à la page 183. On remarque dans la langue des nègres plusieurs tours de phrases qui tiennent de l'hébreu. Et il ajoute ici, on trouve aussi dans la langue plusieurs mots assez ressemblants à des mots hébreux et qui ont la même signification. Et il donne par la suite des exemples précis, comme ici Bana. Il montre en fait que les mots africains non seulement ont la même morphologie que les mots hébreux, mais en plus, ils ont la même signification. Mais il n'y a pas que l'hébreu, il y a aussi le grec. Les rapports de cette langue avec la grecque paraissent également marqués. Et il donne ensuite des exemples très précis pour montrer qu'on retrouve les mêmes mots avec le même sens dans la langue grecque. Et c'est la même chose pour le latin. On trouve aussi plusieurs mots qui semblent venir du latin, tels que messa, table, passi, souffrance. Par exemple, passi, on connaît tous la passion du Christ. Voyez? Donc, c'est exactement le même mot. Mongo, montagne, etc. Le même mot signifie la même chose en latin. Et il explique par la suite qu'il ne comprend pas
d'où viennent ces similitudes? Parce que historiquement, l'Afrique noire n'a jamais été colonisée ni par la Grèce antique, ni par la Rome antique. Pourtant, lui se retrouve là, si on peut dire, au fin fond de la brousse africaine. Il apprend les langues africaines et quand il compare avec le latin, le grec et l'hébreu, eh bien, il se rend compte que on retrouve non seulement les mêmes mots sur le plan morphologique, mais ce sont des mots qui, en plus, signifient la même chose. Un autre explorateur, Louis-Marie Joseph de Grandpré, qui était officier de la marine française, a fait la même observation. Il a passé des années en Afrique et lui aussi a appris les langues africaines. Et dans son livre « Voyage à la côte occidentale de l'Afrique » publié en 1801, il a écrit ceci à la page 56. Il commence d'abord par faire une description de la langue au Congo. Et il dit ensuite, page 57, « Cette conjugaison me paraît avoir une racine latine et peut-être viendrait-elle de la première des Romains. Elle en a conservé l'impératif et le passé. Cette ressemblance, quoique imparfaite, pourrait, en l'approfondissant, devenir une trace à l'aide de laquelle il serait possible de se guider dans l'obscurité de l'histoire de ce pays. Si la grammaire du Congo, mieux approfondie, décelait quelques vestiges plus prononcés de la langue latine, il me semblerait facile d'expliquer comment l'infinitif se serait perdu et comment l'impératif lui aurait été substitué, etc. Il cherche par la suite une explication, et comme il n'en trouve pas, il dit que peut-être qu'après la guerre de Carthage, des soldats romains se sont réfugiés en Afrique noire, etc. Alors, on sait que ce n'est pas l'explication parce qu'on n'a pas de traces historiques d'une implantation de soldats romains en Afrique subsaharienne. Il revient sur ce sujet à la page 204. Il revient sur ce sujet parce qu'il trouve encore des mots africains qui correspondent parfaitement au latin. Par exemple, ici, le monibel. Le monibel, c'était le messager du roi. C'est celui qui était chargé de transmettre les messages du roi aux différents officiers. J'ose espérer que le lecteur ne m'accusera pas d'obstination à vouloir toujours rapporter les étymologies des mots Congo à la langue latine. Mais il explique que, par exemple, par rapport au monibel, eh bien, il y a bien, ça correspond bien à la racine latine monere, moneo. Même aujourd'hui, effectivement, si vous cherchez le préfixe moni dans un dictionnaire français latin, vous verrez que effectivement moni, eh bien, c'est celui qui va avertir, qui va transmettre les messages, etc. Ce messager du roi Congo qu'ils appelaient monibel, eh bien, ça correspond bien au latin et ça a bien la même signification que le verbe latin. Alors, quelle est l'explication? Comment se fait-il que, au fin fond de la brousse africaine, entre guillemets, on retrouve dans les langues de ces peuples tant de correspondance avec le latin, avec le grec et avec l'hébreu? Ces explorateurs ne savaient pas pourquoi, mais nous savons pourquoi et nous allons laisser le professeur Omotunde nous donner l'explication. Parce que moi, depuis, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pélagia. Vous voyez, Pélagia, c'est le nom du continent européen où c'était les Noirs qui étaient là. Et c'est les Noirs qui ont tout construit au niveau du continent européen. Il faut le savoir. Le latin, ce sont les Noirs qui parlaient latin. Les aqueducs, dont on dit soi-disant c'est aqueducs romains, tout ça existait déjà. Athènes a été fondée par des Noirs. Donc, quand on observe les choses avec objectivité, on constate que l'Afrique noire, non seulement est le berceau de l'humanité, mais également le berceau des grandes civilisations qui ont vu le jour sur cette terre. Dans le prochain épisode, dans la prochaine partie,
nous nous replongerons dans l'Antiquité gréco-romaine pour voir comment les Noirs étaient considérés dans le monde à cette époque-là.